Jérôme, donc les descentes rapides, un thème important en parapente. Voilà, un thème important qui démarre très tôt dans la progression et qui va suivre le pilote tout le long de sa vie de parapentiste. Donc c'est un point qui est important. Il est d'autant plus important que c'est des techniques qui ne sont pas acquises et qu'il faut en permanence remettre au goût du jour avec l'évolution du matériel, avec l'évolution de sa technique, etc. Donc c'est jamais quelque chose de figé, alors qu'on pourrait dire que des techniques de gonflage, etc. peuvent être plus ou moins acquises, ou les bases et les entretenir plus facilement au cours de la vie du pilote. Très bien. Donc, il fallait choisir ce soir, il fallait choisir un thème, j'ai choisi celui-là, il y en aura bien sûr beaucoup d'autres. Bon, parfait. Et écoute, moi je te propose qu'on commence, puisqu'on a pris un petit peu de retard et on en est désolé, et le son fonctionne enfin cette fois. Ouais, j'ai trouvé, c'est un problème de config de ce logiciel qui est assez complexe. Je te propose que dans Wingmaster, tu montres toutes les techniques de descente rapide. Il y en a pas mal. Il y en a qui sont efficaces, d'autres qui sont moins efficaces, qui sont plus cool. On va commencer par une toute simple, c'est ça, la première que tu préconises? Voilà, ce qu'on peut proposer, c'est dans un ordre chronologique d'accessibilité. Donc on va commencer par la descente rapide, la plus facile à faire, que chaque pilote voit très rapidement dans sa progression à partir de 15-20 vols. Ça, c'est les oreilles en fait, tout simplement. Donc on peut voir quelques images et au fur et à mesure, on va avancer vers des techniques un petit peu plus efficaces, mais en même temps plus difficiles à réaliser. Ok, on va voir donc les oreilles. Ta première technique de descente rapide, ça a été tourné à la Réunion, voilà, et c'est le contenu de Wingmaster. On regarde ça tout de suite. Donc on va commencer par des choses simples, c'est-à-dire les oreilles. Faire les oreilles correspond à réduire la surface de la voile. On garde les commandes en main en bracelet, c'est suffisant. Et je vais en profiter pour en même temps vérifier mon taux de chute. J'ai un taux de chute en ce moment dans une aérologie un petit peu turbulente, environ entre 0,5 et 1 mètre par seconde. Je vais, avec les commandes en bracelet, venir choisir sur cette voile la suspente avant extérieure. Donc quand je fais cette manœuvre, il faut que je me redresse et que je regarde ma voile. Je vais ensuite faire une suspente d'un côté. Alors vous avez vu, le mouvement est assez rapide et de faible amplitude. Voilà. Et je vérifie en regardant que ma voile a bien chaque extrémité fermée. Je vais regarder mon taux de chute. Je suis environ à 2 mètres par seconde. Donc j'ai pris un peu plus d'1 mètre par seconde, ce qui n'est pas énorme. Je peux maintenant essayer d'agrandir les oreilles en tirant une plus grande suspente, la même, mais une plus grande longueur. Et suivant les voiles, ça peut devenir plus ou moins instable. Là, pour le moment, j'ai gagné, je suis à 2,5 mètres par seconde. Donc j'ai encore gagné 0,5 mètres par seconde et la voile reste stable, elle est bien fermée, les oreilles sont bien plaquées. Voilà, Jérôme, on revient avec du son et de l'image. On a vu l'extrait là de Wingmaster. Donc les oreilles, petites oreilles et grandes oreilles, une technique efficace, pas trop difficile. Voilà, une technique qu'on aborde très rapidement en formation. C'est assez facile à faire. Et ce qu'il faut retenir de ces images, c'est garder les commandes en main, en dragonne, et puis avoir un mouvement plutôt de faible amplitude, mais de manière très rapide. On a souvent, on peut avoir un petit stress à tirer rapidement, mais les oreilles deviennent plus compliquées à faire. Donc, je vous conseille, comme on voit sur les images, d'avoir un mouvement beaucoup plus rapide. Là, la voile qui est utilisée, une voile de performance, donc il n'y a pas de kit oreille, on va dire, d'élévateur dédié pour faire les oreilles. Donc, il faut aller choisir la bonne suspente avant-extérieure. La plupart des voiles de loisirs ont ce qu'on appelle un A', l'élévateur avant est divisé en deux, donc on va prendre l'élévateur qui est dédié pour faire les oreilles, donc ce qui facilite nettement la tâche. Voilà, c'est une manœuvre qui est accessible, et en même temps on voit que le taux de chute n'est pas très important, hein. On est dans les 2 mètres par seconde, ce n'est pas énorme, mais c'est la première manœuvre qu'on aborde en fait, et ça permet également d'avoir un visuel sur une voile en partie fermée en fait. Donc ça servira aussi pour d'autres choses, de visualiser une aile fermée et que ça ne pose aucun problème. Et puis alors n'hésitez pas, oui.
Oui, n'hésitez pas, je disais aux personnes qui regardent de poser des questions, quelles qu'elles soient, puisque ça s'adresse vraiment à tout pilote, que vous soyez en aile de performance, en aile de début, etc. Donc n'hésitez pas à poser des questions, il n'y a pas de questions bêtes. Si vous aviez des doutes ou... Voilà, vous posez des questions dans les commentaires, voilà, et on y répond. Jérôme y répond. Je fais la transmission. Jérôme, là, on voit quand tu fais les oreilles, il y a un mouvement. Hein, tu casses, comme tu disais, il faut que ça soit rapide. On n'y va pas tout doucement, de peur de s'être trompé de suspente. Ou il faut que ton mouvement soit rapide des oreilles, c'est ça. Et on verra que dans chaque manœuvre de descente rapide, il y a un point très important, c'est que au départ, il faut connaître la manœuvre, essayer d'avoir déjà un visuel sur ce qu'est la manœuvre, faire les oreilles, donc avoir une idée de qu'est-ce que va être une voile aux oreilles. C'est pour ça que les supports vidéo servent à ça. Et ensuite, quand on va faire la manœuvre, il faut qu'à chaque mouvement, on porte bien l'attention sur ce qu'on fait, en fait. Donc là, le premier mouvement, c'est on porte l'attention sur le fait de mettre les dragons en bracelet autour du poignet. Ensuite, on va porter l'attention sur quelle suspente on va tirer. Donc, il faut les regarder, poser ses mains dessus. Ça, c'est des points qui sont extrêmement importants. On verra plus tard une vidéo de descente au B où la personne tire sans regarder, en fait. Donc, il tire pas les bons élévateurs. Donc là, donc ça, c'est un point important. Regardez ce qu'on fait. Et pendant qu'on fait le mouvement, regardez aussi si le résultat est bien le résultat escompté, si c'est bien l'objectif que la voile soit fermée asymétriquement de chaque côté. Voilà. Il y a quelqu'un qui pose la question, Eric, là, nous dit réouverture d'une oreille une après l'autre. Souvent, des fois, il y a les deux en même temps ou une après l'autre, comment on fait? Tout à fait. Donc, vous allez voir que mes réponses vont être nuancées en fonction du niveau du pilote et surtout par rapport à la voile qui est utilisée. Avec des voiles de loisirs, d'apprentissage, de loisirs, etc., on peut faire les deux oreilles en même temps. En fait, ça ne pose pas de problème. Plus on va monter en aile de performance, voire de compétition, si elle accepte de faire les oreilles, il va y être préférable de faire d'abord une oreille puis l'autre. C'est simplement pour éviter d'augmenter la traînée brutalement. L'autre avantage de faire, même pour des voiles de loisirs ou d'apprentissage, de faire d'abord une oreille puis l'autre, ça permet en fait au niveau de sa posture, quand on commence par faire une oreille, d'aller chercher beaucoup plus haut avec un seul bras qu'avec deux bras. Donc ça peut permettre de faire tout de suite une proportion fermée plus importante. Pour la réouverture, c'est pareil. Plus on va monter dans des ailes de performance, on va préconiser plutôt une réouverture d'abord d'un côté, puis de l'autre. C'est simplement pour éviter, avec la voile qui a déjà beaucoup de traînée, de mettre un grand coup de frein ou d'utiliser un gros volet de freinage qui cumulerait de la traînée plus beaucoup de freinage, une augmentation de l'angle d'incidence, donc c'est pas idéal. Donc c'est pour ça qu'on préfère ouvrir d'abord d'un côté que de l'autre, mais ce n'est pas indispensable sur des voiles de loisirs. Merci Jérôme pour la réponse. On a une autre question, quelqu'un qui nous demande, alors attends, je remonte, voilà, quand on fait les oreilles, si on prend une abattée, on ne peut pas la contrer puisqu'on ne contrôle plus les freins. Alors est-ce que ça peut être problématique? Tout à fait. Tout à fait, je vais dire, tout à fait, très bonne question. Par contre, justement, le fait de faire les oreilles, on peut faire les oreilles en aérologie turbulente parce que le fait de faire les oreilles va provoquer de la traînée sur la voile, donc de l'amortissement en tangage. En même temps, le fait de faire les oreilles, la voile va ralentir sur axe. Globalement, toutes les voiles vont ralentir un petit peu sur l'axe de vol. Donc, l'angle d'incidence va être un petit peu plus élevé. Donc, on va s'éloigner du risque de fermeture, de la fermeture frontale. Donc, on pourrait dire qu'on est plus protégé avec les oreilles qu'en voile ouverte, tout en restant bras haut. D'ailleurs, dans Wingmaster, tu l'expliques à un moment sur les atterrissages avec les oreilles, en disant que quand c'est turbulent, quand on fait les oreilles, on stabilise un peu plus la voile. Hein. Tout à fait. Et par contre, on mettra une nuance à l'atterrissage. Quand l'atterrissage est très turbulent, on mettra plutôt là la priorité au pilotage de la voile ouverte, c'est-à-dire avec les freins, et non pas d'arriver sans pilotage au sol avec les oreilles, surtout s'il y a du gradient, s'il y a des gros mouvements en roulis, etc. Voilà, donc là, la priorité n'est pas la même. Voilà une nuance de réponse. Et encore une question, quelle position en cocon, assis ou jambes tendues? On peut faire les oreilles. Alors,
c'est toujours pareil, c'est une question de priorité. Si on est en vol droit, si on n'est pas près du sol ou etc., on reste dans sa position de cocon classique, c'est-à-dire jambes tendues, puisqu'on va aussi... Il y a un petit parapentiste qui te parle derrière. Oui. Et on va aussi pouvoir garder les jambes tendues, mais surtout ça va aussi permettre d'utiliser oreille et accélérateur, donc on aura bien les jambes tendues dans le cocon. Ok. J'ai alors une autre question, et ça c'est très bien puisqu'on va pouvoir enchaîner sur la vidéo suivante. Loïc qui demande: est-ce que tu accélères quand tu fais les oreilles? Alors ça c'est la technique suivante. Tout à fait. Alors justement, comme on a vu que les oreilles simples n'avaient pas un énorme taux de chute, donc on va pouvoir cumuler avec les oreilles, faire les oreilles, puis on rajoutera l'accélérateur à moitié, voire même à fond, et on pourra même rajouter dans un troisième temps des transferts de poids à la sellette pour créer du roulis, quoi. Donc on aura un cumul de oreilles, accélérateur plus roulis. Là on commence à avoir un taux de chute intéressant. C'est un petit peu plus technique de faire du roulis à la sellette avec la voile fermée, puisque c'est assez instable en roulis. Voilà. Mais ça, on va rajouter sur une ligne droite un taux de chute plus important. Et donc c'est plutôt intéressant. Je te propose qu'on regarde les images quand tu fais oreille accélérée. Allez. Je vais maintenant enchaîner avec une augmentation du taux de chute en utilisant mon accélérateur. C'est bien de l'avoir déjà sous les pieds. Donc je vais appuyer sur mon accélérateur, premier barreau, toujours avec les oreilles. Deuxième barreau jusqu'à ce que les deux poulies soient en contact. Voilà, elles sont en contact. Et là, j'attends un peu une stabilisation, environ à 4,5 mètres par seconde. Alors vous avez vu, grosses oreilles, accélérateur à fond. J'ai gagné un peu en taux de chute, c'est très stable. Si je veux piloter, je dois simplement utiliser la sellette. Voilà, la transfert de poids à gauche, il n'y a pas besoin de se pencher beaucoup. Pour arrêter, je relève l'accélérateur. Voilà, j'attends une stabilisation. Ensuite, je lâche les oreilles et je vérifie visuellement que toute la voile s'est réouverte dans son envergure. Donc on a vu là, et quelqu'un a posé la question également à quel barreau on utilise pour accélérer, mais là tu accélères à fond, hein, c'est ça, pas de question. Voilà, tout à fait. Sur l'exemple, sur les images, on voit bien qu'on peut accélérer à fond. Il n'y a pas de risque à accélérer à fond quand on est aux oreilles. C'est simplement après, il faut que votre accélérateur soit bien réglé, que vous puissiez le prendre facilement, premier barreau, deuxième barreau, etc. Donc après, ça pose d'autres petites techniques en fait. C'est sûr, plus on va rajouter des éléments avec les oreilles, plus l'ensemble de la manœuvre devient technique à réaliser, quoi. Et Vincent demande pourquoi si on fait les oreilles avant d'accélérer ou après, ou est-ce qu'il y a un ordre dans la technique? Alors oui, il y aurait un ordre. On va dans la priorité, on fait d'abord les oreilles, on accélère après. Par contre, c'est bien d'avoir déjà les pieds sur l'accélérateur avant de faire les oreilles. Ensuite, on fait les oreilles, ensuite on accélère à fond et on va faire la même chose en sens inverse, c'est-à-dire qu'on va relâcher l'accélérateur, puis les oreilles. Voilà. Qu'est-ce que ça ferait si on était en train d'accélérer et qu'on se dise tiens, on fait les oreilles? Ça, c'est problématique? Bonne question, Sébastien. Allez, on va aller essayer. On peut faire, alors après ça dépendra des voiles. Quand vous êtes accéléré à fond, ça sera plus difficile, quoi. Ça sera plus facile de faire une grosse oreille et ça sera plus difficile de choisir un peu la proportion, puisque ça va fermer, comme l'angle d'incidence sera faible, ça va fermer de manière peut-être plus forte, plus grande que prévu. Avec des voiles pareilles, d'apprentissage de loisirs, on ne prend pas énormément de risques à faire d'abord l'accélérateur et les oreilles ensuite, mais je vous préconise de faire d'abord les oreilles. Avec des voiles beaucoup plus performantes où avec l'accélérateur on va atteindre 10, 15 voire 20 km/h de plus, là ça devient un petit peu plus chaud entre guillemets d'accélérer à fond et de faire les oreilles, puisqu'on aurait du mal à gérer la proportion fermée et on se retrouverait peut-être dans une fermeture asymétrique plus importante, donc on sortirait du cadre de l'objectif de faire les oreilles. Alors quelqu'un nous pose la question de la technique avec la spirale et une oreille, mais ça on va en parler dans quelques minutes. Peut-être qu'on va regarder la technique que toi tu préconises dans Wingmaster et en nous disant que c'est la technique la plus efficace pour descendre rapidement, qui engage moins le pilote. C'est oreille, accéléré wing, c'est ça?
Oreille, vas-y répète Seb, j'ai pas oreille accélérée avec les wings. Voilà, ça c'est toujours dans un petit plus sur toujours la manœuvre d'oreille. On va rajouter quelques transferts de poids à la sellette. Donc on va encore augmenter le taux de chute. La voile vole toujours et on reste sur trajectoire. Le fait de rester sur trajectoire, c'est un des gros avantages des oreilles, c'est qu'on peut partir. On a de la finesse et on peut s'éloigner d'une zone. C'est un des avantages des oreilles. Donc mais en même temps, de faire des wings qu'à la sellette avec les oreilles, suivant les voiles, ça peut être très instable. Il faut être vigilant, il ne faut pas y aller comme un bourrin, quoi. Bon, on regarde ce que ça donne dans Wingmaster. Je vous ai montré les oreilles avec l'accélérateur, et maintenant on va pouvoir faire les oreilles accélérées avec des wings à la sellette. Donc, je mets l'accélérateur sous les pieds, garde les commandes en main, en bracelet par exemple. Je fais les oreilles, il n'y a pas besoin qu'elles soient trop grosses, voilà, elle est stable aux oreilles. Je vais vérifier visuellement, je vais accélérer maintenant. Premier barreau, deuxième barreau, voilà, je suis à 2/3 d'accélérateur. Et je vais enclencher des transferts de poids à droite et à gauche. Alors le fait d'avoir une surface plus petite, j'ai beaucoup plus d'instabilité en roulis, donc ça tourne très vite. Et là, mon taux de chute, voilà, environ à moins 4 mètres par seconde. Donc il faut y aller tranquille, il n'y a pas besoin d'être brutal. Voilà. Et pour arrêter la manœuvre, j'arrête dans l'ordre le transfert de poids. Ensuite, je relâche l'accélérateur. Et ensuite, je relâche les oreilles. Donc suivant les voiles, je peux avoir plus ou moins d'instabilité en roulis. Donc c'est pour ça qu'il faut y aller tranquille au niveau des transferts de poids, sinon ça prend vite beaucoup d'angles. Cette manœuvre va permettre de réduire la surface, d'augmenter son taux de chute, de rester dans le domaine de vol et d'avoir toujours une bonne finesse pour fuir la zone. En utilisant l'accélérateur, j'augmente encore le taux de chute et en rajoutant des wings, simplement en cadençant des wings qu'à la sellette, je vais encore augmenter mon taux de chute, toujours en partant de la zone défavorable. Donc cette technique, oreille, accélérateur et wing, va permettre, même si le taux de chute est beaucoup moins important que la spirale engagée, va permettre de m'échapper de la zone. Donc c'est souvent la première chose à faire, au lieu de chercher à descendre fort dans une zone ascendante, peut-être qu'en quittant cette zone, ça va être beaucoup plus facile de descendre avec des manœuvres de descente qui sollicitent moins le pilote et la voile. Ça répond à la question de Guillaume qui se demandait si on peut faire des virages sellette avec oreille et accélérateur. Donc on peut faire des virages, mais là en plus en faisant des wings, on descend plus rapidement. Voilà. On peut. Alors si je vais nuancer par rapport, si je réponds précisément à sa question, c'est-à-dire qu'on va éviter de faire les oreilles, parce que ça c'est une manœuvre qu'on faisait à une certaine époque, c'est-à-dire les oreilles, un transfert de poids avec accélérateur ou pas, et surtout on partait en spirale toujours du même côté. Ça c'est une manœuvre qu'on ne fait plus maintenant, simplement. Pourquoi ? Parce que le nombre de suspentes a diminué et les facteurs de charge, en fait, quand on diminue la surface de la voile, en 360 va se reporter sur beaucoup moins de suspentes et aussi sur les suspentes arrière, donc on va beaucoup plus solliciter les suspentes, donc c'est pas super. Donc on fait plus trop cette manœuvre oreille plus descente en spirale. Voilà. Ça répond plus précisément à la question de Guillaume. Et quelqu'un posait la question aussi, Emmanuel demande de faire les oreilles, est-ce que ça abîme l'aile à force ? Alors, c'est toujours pareil, vous achetez une voile, dès que vous allez faire du gonflage, vous allez voler, etc., vous allez solliciter la voile, vous allez l'abîmer, etc. Est-ce que les oreilles fragilisent plus la voile ? Non, puisque ce sont des manœuvres où il n'y a pas de tension, il n'y a pas de brutalité, c'est simplement une structure souple qui se déforme. Là, et donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que vous les faites pas à chaque vol. Vous allez apprendre au fur et à mesure de votre progression à ne plus les faire. C'est-à-dire utiliser de la descente rapide dans votre progression. Vous verrez que plus ça va aller, moins vous allez faire des descentes rapides, puisque vous allez jouer sur beaucoup d'autres facteurs, l'anticipation, etc., pour éviter de faire des descentes rapides. Donc les descentes rapides ça sera plus un thème d'entraînement quand on change de voile, etc., pour remettre au goût du jour son bagage technique. Ça, on va avoir l'occasion d'en reparler sur l'anticipation. Encore une question, quel est l'avantage des oreilles plus wing
accélérées par rapport... Non, alors quel est l'avantage des oreilles plus wing par rapport à oreilles accélérées? Si c'est le même taux de chute. Ah, j'ai pas dit que c'était le même taux de chute, ça je sais pas, ça va dépendre des voiles. La différence sera au niveau accessibilité. Il est beaucoup plus accessible de faire oreille plus accélérateur que oreille et wing. Merci Jérôme. Pourquoi? J'en profite, j'ai fait juste un petit schéma que je vous montre. On va voir si je le rapproche de la caméra. Yes. Voilà, c'est un petit tableau qui permet, on le voit bien là, parce que moi je le vois mal sur mon écran. Ouais, alors attends, quitte pas, regarde, je vais faire un truc, je vais te remettre en plein écran, mais tu me laisses 2 secondes parce qu'il faut que je fasse une petite modif de son. Donc ne bouge pas. Là, plus personne, on t'entend pas là, ne bouge pas, il faut que je rajoute le son. Hop, voilà, ça c'est les petits bugs du début que je dois corriger. Je fais ça, hop, hop, et voilà. Et là, on va t'entendre, maintenant c'est bon. Voilà, donc j'ai fait un petit tableau très simple qui permet, c'est ça après qui va vous permettre, un des points qui va vous permettre de choisir quel type de descente vous faites. Donc là, on ne parle que du facteur technique, hein. Donc les oreilles avec accélérateur puis accélérateur et wing, et on voit l'efficacité qui augmente, par contre l'accessibilité qui diminue. C'est-à-dire que ça devient plus technique de faire la manœuvre. Et donc ça sera un des points importants. On voit mal l'accessibilité, si tu peux le décaler plus vers ton visage, tout ça, voilà. Ah, parfait. Voilà. Donc là, on voit que l'accessibilité diminue en fonction de la manœuvre et que l'efficacité augmente, c'est-à-dire que le taux de chute augmente. Et ça va être toute la question, c'est quel type de manœuvre de descente rapide j'utilise, puisqu'au fur et à mesure que l'efficacité va augmenter, l'efficacité c'est-à-dire le taux de chute, la technique va devenir de plus en plus exigeante pour le pilote. Ça, c'est un des points. On parle là que du thème technique de la manœuvre, puisqu'après, il faudra rajouter en vol réel, en fait, le relief, le vent, le stress, etc. Et puis, quoi qu'il arrive, Jérôme, toutes ces manœuvres, on s'entraîne avant. On s'entraîne avec un instructeur. On n'y va pas tout seul, quoi, si on ne les connaît pas. Tout à fait. Alors, les oreilles, quand vous êtes en début de formation, de toute façon, vous allez aborder à un moment les oreilles très rapidement, il n'y a pas de problème. Ensuite, pour les gens qui volent régulièrement, vous les avez peut-être fait il y a longtemps et tout, vous pouvez très bien les refaire toutes seules, ça pose pas trop de problème. Il faut à chaque fois se rappeler le protocole, la procédure, regarder ce que vous faites, réfléchir, etc. Rester lucide pour une manœuvre qui reste simple et indispensable à connaître en parapente. Ok Jérôme, merci pour toutes ces infos. Je fais des petits réglages de son en même temps, parce qu'il y a encore des petits trucs, on a des retours. J'espère que là tout le monde nous entend. On sera calé pour la prochaine fois. On a vu les descentes, ces descentes rapides. Est-ce que tu veux parler des spirales? Est-ce qu'on parle des 3-6? Il y a quelqu'un qui posait la question tout à l'heure. 3-6 oui. Avec une oreille. C'est effectivement des choses qu'on apprend ça en formation. Tout à fait. Alors, soit on part directement sur 3-6, soit si on reste dans la chronologie des descentes rapides, on peut parler des descentes, la descente OB qui est très efficace et plutôt beaucoup plus accessible que la spirale. Alors, descente OB, laisse-moi la retrouver. Descente rapide, descente OB. Ok, dans Wingmaster, tu nous présentes la descente OB, on lance la vidéo et on en parle après. Descente OB, c'est comme une parachutale, c'est ça? Exactement. On sort du domaine de vol, puisqu'on va réduire toute l'envergure de la voile, on va la réduire dans le sens de la corde. Ça va permettre d'avoir une descente très stable, plus rapide que les oreilles, environ 5, 6, 7 mètres secondes. Ça va dépendre des voiles. Et c'est stable, donc très accessible. Les voiles le supportent très bien. Un des inconvénients, c'est qu'on n'avance plus. C'est vraiment une descente verticale. On en reparlera après. Et encore une question, comment on sait le nombre de suspentes à prendre pour les grandes oreilles? En fait, j'ai la réponse, mais tu vas le faire toi. Tout à fait. Maintenant, les voiles, que ce soit des voiles d'apprentissage, de performance, de loisirs, en général, on a 3 suspentes sur les avants, sur l'élévateur avant. Alors, soit l'élévateur est dédoublé, c'est-à-dire un élévateur avec 2 suspentes,
plus un A' avec une seule suspente, donc vous n'avez pas trop le choix, vous allez prendre qu'une suspente. Il y a longtemps, on prenait 2, 3 suspentes parce qu'on arrivait à avoir 5, 6 suspentes sur les avants. Maintenant, on arrive à 3 suspentes globalement sur toutes les voiles. Donc, vous n'avez pas le choix, vous n'en prenez qu'une. Par contre, pour augmenter la taille de l'oreille, vous pouvez aller chercher plus haut ou, après avoir fait les oreilles, aller chercher la même suspente plus haut. C'est ce qu'on voit dans la première vidéo pour faire les oreilles simples. Il y avait effectivement Sébastien qui répond, c'est pas le nombre mais la hauteur où tu vas le chercher qui est important. Voilà, Dylan la hauteur et la longueur. Voilà, et Dylan qui pose la question complémentaire, comment on fait des grandes oreilles en fait? Donc petites oreilles c'est on prend bas et grandes oreilles on prend plus haut, c'est ça? Par exemple, on essaye de prendre plus haut, c'est pour ça de les faire de manière dissymétrique, d'abord d'un côté puis de l'autre, va permettre d'aller mettre sa main un peu plus haut sur la suspente, donc d'augmenter la proportion fermée. Ça, c'est une des premières petites techniques, astuces qu'on apprend facilement. Et après, si on veut vraiment faire plus gros, mais en général, ça suffit, il suffit de prendre les 2 suspentes qui ont déjà été tirées une fois dans une seule main et aller rechercher la même suspente à droite et à gauche en allant la chercher plus haut. On va agrandir la proportion fermée. C'est pas indispensable en fait. Et quelqu'un pose la question pour les paramoteurs, si c'est le même principe, est-ce que tu as la réponse? Alors, je suis pas du tout spécialiste du paramoteur, donc je pourrais pas répondre à cette question de manière précise sans dire de conneries, en sachant que les paramoteurs n'ont pas les mêmes profils que les parapentes. Il y a un profil réflexe et des profils pour aller très vite et qui sont très résistants. Qui sont très résistants à la fermeture. Donc, je ne sais pas si avec le paramoteur, on fait les oreilles. Salut les animaux, salut tout le monde. Il neige dehors, là, tiens. Ah bon, il neige dehors? Ah ouais, ok, super. Écoute, on était en train de parler tout à l'heure avant de répondre aux questions sur les baies, descente aux baies, et puis on revient tout de suite après avoir regardé l'extrait Wingmaster, les descentes aux baies. Je vais vous montrer maintenant la descente aux baies. Ça va consister à réduire la voile dans la corde en tirant sur les élévateurs baies de manière progressive. Et on va atteindre des taux de chute un peu moins importants qu'à la spirale, mais avec une voile normalement, une voile plutôt stable. C'est parti. Donc je mets mes mains, je garde les commandes en main, je viens prendre mes mains au niveau des élévateurs B qui sont verts ici. Je mets mes doigts dans les suspentes, ça me permet d'avoir une meilleure prise. Je regarde ma voile, je tire tout doucement. Voilà, c'est parti, la voile est en descente au B de manière stable. Voilà, environ 6 mètres par seconde. Je relâche tout d'un coup. Et ça ressort de manière normale avec une abattée, une petite abattée qu'il faut laisser faire. Il ne faut pas se cramponner sur les freins en sortie de baie. Je vais le refaire une fois. Donc ça ne sert à rien de tirer beaucoup. Ce qui est important, c'est que la voile reste stable. Donc je suis stabilisé. La masse d'air est un peu turbulente. Voilà, j'ai les mains dans les élévateurs B, je tracte dessus. La voile s'enfonce, c'est parti. Voilà, je suis descente au B, c'est stable. Je relève tout d'un coup et là la battée est beaucoup moins forte puisque j'ai relâché symétriquement. Donc ça me permet d'atteindre des taux de chute d'environ 5 à 7 mètres par seconde suivant les voiles de manière assez stable. Par contre, on n'avance pas, c'est une descente verticale. Donc si on reste dans une phase, dans une zone ascendante, eh ben, ça va mettre longtemps à descendre. Mais c'est bien de connaître cette manœuvre aussi. On a tout de suite Cécile qui nous dit, évidemment, la descente au B, se reporter à la notice car certaines voiles ne le recommandent pas, et c'était ce que tu allais nous dire, bien évidemment. Tout à fait. Pour la descente au B, voilà, il faut déjà vérifier sur le manuel si on peut la faire. La plupart des voiles, la majorité des voiles acceptent la descente au B en voile de loisir, mais c'est bien de vérifier puisque c'est une des manœuvres pour la norme EN, la descente au B, relâcher vite et relâcher doucement. Voilà. Mais il est possible que sur le manuel, alors il faut pas, sur le manuel ça peut être marqué qu'on peut faire les baies mais que c'est pas préconisé, hein, donc il y a une petite nuance là-dessus. Est-ce que je te propose de regarder une petite vidéo YouTube sur les descentes au B qui se passent mal justement? Oui, s'il n'y a pas de... Alors attends, si tu veux, juste avant, on peut faire un point sur les descentes au B. Alors pardon, attends, j'ai une question en même temps. Alors là, il y a les questions s'enchaînent. Dernier cive, on nous disait de ne plus faire les baies avec les voiles récentes, nous dit Sébastien. Oui, et pour quelle raison? Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais toi, tu as une idée. Sébastien.
On va poser la question à Sébastien qui va nous demander de répondre. Tu te rappelles la raison pour laquelle on ne préconisait pas la descente au B? Il dit avec les voiles récentes. Donc on va attendre sa réponse. Oui. Et quelqu'un demande, Sylvain demande quelle amplitude on tire les baies. Voilà, donc on réagit pas au niveau de l'amplitude, mais on réagit plutôt au niveau du résultat. Donc c'est pour ça qu'il est important de regarder sa voile. Et en fait, on considère qu'on est en train de descendre au B, qu'on est en parachutal au B, dès que la trajectoire est verticale. Plus on va tirer, donc ça peut être une proportion d'environ 10-15 cm à tirer. Si on tire plus, c'est pour ça que le repère que vous avez, c'est regarder votre voile. Si vous réduisez la voile de manière trop importante dans la corde, elle va perdre sa stabilité de descente, donc elle risque de saucissonner comme ça, et après le risque c'est qu'elle fasse, si on tire trop, qu'elle fasse une crevette, voilà, qu'elle fasse ce mouvement-là. Donc on évite d'aller là-dedans, c'est pour ça qu'on tire, on se met en descente verticale et on maintient cette descente. Question de Vincent qui dit avec la même tension sur les baies, la voile a l'air de se fermer là sur la vidéo qu'on a vue. Ça veut dire que la tension doit être limitée dans le temps ou pas? Ah, pas du tout. La voile se ferme pas. Hein. En fait, c'est le milieu de la voile qui descend vers le bas. Le bord d'attaque reste très joli. La voile a une belle forme sur toute son envergure. On va garder les baies le temps qu'on a besoin de descendre. Si on les relâche, là on voit sur la vidéo, je dois les garder quoi, 4-5 secondes, et puis je relâche tout de suite, ça ressort immédiatement en fait. Il faut maintenir la manœuvre pour descendre. Si on relâche les élévateurs, la voile reprend son vol classique. Et donc Sébastien nous apporte la précision sur pourquoi on lui a dit de ne plus faire les baies, c'est la fragilité des voiles. Alors, c'est toujours pareil. C'est sûr que si à chaque vol, Sébastien, tu fais des descentes au B pour t'amuser, comme on l'a fait à une certaine époque, là oui, tu vas solliciter la voile de manière pas normale, entre guillemets, et donc ça sert à rien, quoi. Donc, par contre, c'est bien, je pense, de savoir si ta voile, on peut faire les baies. D'ailleurs, tu l'as fait en stage civ, hein, donc tu peux le faire pour connaître la manœuvre au cas où un jour tu en aies besoin et que ce soit une manœuvre judicieuse à ce moment-là, quoi. Bien sûr que c'est comme faire les oreilles, les 360, etc. Faire ça systématiquement à chaque vol, ça sollicite beaucoup plus la voile, c'est sûr. Oui. Et quand les conditions sont musclées en l'air, est-ce qu'on peut faire les baies? Oui, tout à fait, parce que tout dépendra de la priorité, en fait. Pourquoi vous avez besoin de faire les baies? Est-ce que de faire les baies à ce moment-là, c'est judicieux? Est-ce qu'il n'y a pas une autre manœuvre? Est-ce que vous ne pouviez pas anticiper? Pourquoi faire les baies et pas les oreilles? Pourquoi faire les baies et pas des 360? Oui, on peut faire les baies quand c'est turbulent, bien sûr. Oui. La question, c'est de savoir comment ça se fait que vous avez besoin de faire les baies à ce moment-là. C'est plutôt ça la question qu'il faut se poser. Voilà, plusieurs personnes nous posent la question, ou disent même, affirment, ça abîme les ailes apparemment. Et quelqu'un se posait la question aussi, si ça abîmait les ailes de le faire régulièrement. Et tu as donné à peu près la réponse déjà. Oui, voilà, de le faire tout le temps. Bien, ça va solliciter la voile de manière pas normale, donc bien sûr au fur et à mesure, mais ça ne va pas abîmer plus la voile que de faire 2 heures de gonflage dans du vent fort. Donc le truc, c'est la systématisation de la descente au B qui va abîmer la voile. Et Léo demande si on peut faire sur une 2 lignes. Eh ben non, parce que là ça s'appelle du décrochage sur une 2 lignes. C'est-à-dire qu'on verra les 2 lignes, c'est-à-dire des voiles, pour ceux qui connaissent pas, ce sont des voiles avec élévateur A et élévateur B, donc ce sont des voiles de compétition, puisque même les voiles de performance, la plupart sont en 3 lignes, en 3 élévateurs. Les voiles de compétition sont en 2 lignes, donc on n'utilise pas ces descentes. C'est bien le problème des voiles de compétition, c'est de descendre. Donc on va plutôt utiliser pour les voiles de compétition les 360 avec un drag chute, c'est-à-dire un petit parachute accroché au pilote qui fait environ 1 à 2 mètres carrés qui va permettre de descendre sans se faire centrifuger, quoi. Mais c'est très compliqué de descendre en voile de compétition. Oui. Et donc Yann nous dit que dans le manuel de l'Epsilon 8, mais c'est ce que tu disais, l'ensemble du matériel et le profil du parapente sont soumis à des forces importantes lorsqu'on effectue un décrochage au B. C'est pourquoi nous déconseillons d'effectuer trop souvent cette figure. Donc en fonction des manuels, il faut... Exactement. On peut ou pas. Et donc et là, la phrase d'Advance sur l'Epsilon 8 est très claire. L'Epsilon 8 fait les baies, mais Advance déconseille de le faire tout le temps. Voilà, donc je pense que c'est valable pour toutes les manœuvres, pour toutes les voiles.
Yannick nous dit en exercice cive sur les baies, j'ai ressenti un arrêt de la voile avec la sellette projetée en avant. On ne voit pas ça dans ta vidéo. Comment tu fais pour éviter ça? Est-ce que ça dépend de la voile? Alors, c'est qu'on utilise des caméras spéciales dans la vidéo Master, donc il y a des choses qu'on voit pas. Non, je plaisante. Ça va dépendre. Non, parce que c'est filmé en fait d'avant et d'arrière. Il faudrait que ce soit filmé de profil pour que tu vois bien la voile qui s'arrête et le corps qui part en avant, ce que tu as ressenti. C'est d'ailleurs on va dire l'accessibilité de la descente au baies. Un des premiers points, c'est de tirer et d'attendre. Et on va ressentir cette bascule arrière qui est bon signe en fait. C'est-à-dire que la voile part derrière, mais comme la voile avant avançait à 35 km/h, ton corps, toi, continue à avancer à 35 km/h, donc tu te sens un petit peu projeté vers l'arrière, ce qui est normal. Et il faut attendre que toi, en tant que pilote, tu reviennes sous la voile, et là, ça va descendre verticalement. Et quelqu'un nous pose la question, alors ça c'est les baies, ça fait parler, faire les baies est plus accessible que les 360. C'est une affirmation, mais bien sûr, oui. Bien sûr. Les baies, c'est l'accessibilité après les oreilles. Faire les baies, c'est pas compliqué du tout. Si vous regardez les images, c'est pour ça, ça trompe pas. Les images, la manœuvre est simple, la voile est stable, et pourtant j'ai une voile de performance. Donc c'est plutôt stable à faire, etc. Ce qui est important dans la descente aux baies, c'est de bien regarder ce qu'on tire. De toujours avoir le regard sur la voile pendant la manœuvre. Et une fois qu'on est en descente, là on peut commencer à regarder à l'extérieur de nous pour se rendre compte de son taux de descente, regarder son vario, regarder l'environnement, etc. Ça c'est important pour toutes les manœuvres. Avoir un regard sur la voile pour avoir la vérification de ce qui est fait est correct, et ensuite on s'occupe de l'environnement. Et ça c'est pareil, si les baies on ne l'a jamais fait tout seul, l'idéal c'est quand même de le faire avec un instructeur. Oui et non. Alors ça, après, là, je vous donne mon avis personnel. Quelqu'un qui vole régulièrement, etc., peut, avec une voile qu'il connaît, faire les baies en choisissant son environnement, aérologie calme, de l'espace, pas des gens en dessous de lui, autour de lui, etc. Et puis surtout, bien avoir visualisé et compris la manœuvre avant de le faire, et de faire ça de manière progressive, et il n'y a pas de problème. Il y a des pilotes qui arrivent et c'est leur manière de faire, qui apprennent les manœuvres comme ça, comme des grands, seuls, puisque c'est une technique qui leur convient. Si en tant que pilote vous stressez, c'est un truc qui vous fait vraiment peur, etc., oui, en stage de pilotage, en stage cive et tout, en milieu sécurisé, en guidage radio, vous allez pouvoir apprendre à faire les baies. Et merci Ivo qui nous fait un petit bravo. Emmanuel qui dit j'ai 31 vols et je vais attendre encore pour faire les oreilles. Je préfère le faire quand j'irai faire un cive. Il n'y a peut-être pas besoin d'aller en cive pour faire les oreilles. Tout à fait. Les oreilles, c'est une manœuvre que je me rappelle plus ton prénom. Tu pourras apprendre. C'est Emmanuel. Emmanuel, normalement, à 30 vols, tu dois encore être en formation, je l'espère, avec un encadrement. Donc l'encadrement est largement capable de t'amener de manière progressive à faire les oreilles. Et je pense que la plupart des gens là ont déjà visionné Wingmaster. Vous verrez qu'il y a un chapitre sur le gonflage au sol où vous pouvez faire énormément de manœuvres en restant au sol. Les baies, les oreilles sont des manœuvres qu'on peut faire dans du gonflage, dans du vent. Voilà, c'est juste une petite aparté qui vous permet de découvrir la manœuvre, de découvrir la réaction de la voile en gonflage. C'est ça, mais le moniteur, c'est bien, et effectivement, comme le rappelle Sébastien, faites des cives. Les cives, c'est important pour voir toutes ces manœuvres. Voilà. Et juste une nuance, par exemple, pour arriver aux oreilles sans aller faire un stage cive, par exemple, on peut très bien faire les oreilles en stage sur un portique. Il existe des portiques, certaines structures pro les utilisent, ou clubs associatifs, écoles associatives, avec des portiques sur lesquels vous êtes accroché avec votre sellette, avec des élévateurs qui sont eux montés sur des élastiques, et vous pouvez vous pouvez simuler les oreilles, et ça marche très très bien pour déjà le vivre avant de le faire en réel. Allez, on fait une dernière question sur les baies. Michel nous demande, y a-t-il un point sur l'élévateur baie qui nous indique que l'on dépasse la zone de sécurité ? Pas du tout. C'est pour ça que je vais faire la même question que celle qu'une voile précédente de combien il faut tirer. Il y a pas, c'est le comportement de la voile qui vous dit d'arrêter. Si votre voile, quand vous tirez sur les baies environ 15-20 cm, c'est pour ça que je ne suis pas précis sur la longueur à tirer, puisque ça dépendra de ce qui se passe au-dessus de votre tête. C'est pour ça qu'il faut regarder. Votre voile doit rester stable
stable sur ses mouvements de descente et avoir une belle forme sur toute son envergure. C'est ça votre point de repère. Voilà. Si vous continuez à tirer plus bas, donc ça c'est un truc que vous pouvez faire en stage cive, allez voir les limites de la descente au B. Qu'est-ce qui se passe si je tire encore plus bas, encore plus bas, encore plus bas? Là vous allez voir votre voile qui va devenir instable dans l'envergure. Jérôme, je te propose qu'on, justement, et pas pour faire peur aux petits jeunes mais qui débutent, mais pour voir un peu ce qui se passe, justement, je crois que la vidéo là qu'on va voir sur YouTube, c'est justement un truc qui s'est passé en stage civ, quelqu'un qui tire sur les baies et ça se passe pas super bien, on regarde et puis tu commentes après. Voilà, laisse juste le petit morceau quand il tire. Voilà, on va regarder ça et puis on commente juste après, je fais une petite manip pour le son et on est bon. On va voir, voilà, il faut juste que je fasse, ne quittez pas, personne ne bouge, ne sortez pas, que je rajoute, alors il n'y a pas que, attends, là plus personne t'entend Jérôme, je rajoute toujours le suite au petit problème de son qu'on a eu au début, il faut que je fasse une petite manip, voilà, qui est ça, et qui est ça, et qui est ça. Et le voilà. Et donc là, voilà, on est à nouveau revenu. On passe la petite vidéo. Oui, alors en même temps, là, c'est en stage civ. Hein, le gars est en liaison radio, puisque j'avais regardé la vidéo. Le gars lâche les commandes pour faire les baies. Et on dirait que ça fait une crevette, en fait. Et ça merde, parce que alors il faut regarder la vidéo plusieurs fois. C'est tout au début, là, tu peux l'arrêter, Seb. Ouais. Parce qu'après, c'est cascade d'incidents avec secours, je crois. Donc on peut faire un arrêt sur image au début. Alors déjà on voit qu'il lâche les commandes, donc ça va être compliqué de les rattraper. Et là j'ai un doute sur sa main droite, j'ai l'impression que sa main droite va prendre le kit-oreille main droite et à gauche va bien prendre les baies. Donc ça c'est la première question. Et ce qui se passe aussi, c'est quand il tire, il lâche immédiatement la main droite alors que la main gauche reste tirée. Donc c'est sûr que ça fait une énorme dissymétrie et ça va partir en rotation son truc. Ah ouais, regarde là, sa main. Parce qu'il prend le kit oreille et pas les baies. C'est pas évident. C'est pas évident à voir. On a l'impression, regarde là quand il. C'est sûr que main gauche, il est bien sur les baies. Et là. Mais la main droite, je suis pas sûr. Et ce qui est important de voir, voilà, arrête la vidéo là. Là, si vous regardez, c'est que c'est comme ça qu'en fait j'analyse les vidéos. C'est que là, le gars, il regarde en bas en fait. Donc puisque ça filme en bas. Donc, il ne regarde pas du tout ce qui se passe sur la voile, il ne regarde pas du tout si ses mains sont bien placées, etc. Donc, il n'a aucun retour sur son action. En regardant sa voile, même s'il fait une mauvaise action au départ, il pourrait tout de suite l'arrêter, la corriger. Voilà, et donc là, on voit la crevette. Là, on a vu que c'était un petit bout de crevette, là. On comprend que c'est pas... Voilà, et ce qu'on peut voir aussi, regarde, arrête là, juste avant, on voit bien sa main gauche qui continue à tirer sur l'élévateur B côté gauche, mais que la main droite a tout relâché en fait. Et il est déjà en train de prendre les freins là, dans la panique. Voilà. Donc, voilà, on peut arrêter. Oui, après on a compris que c'est le bazar, cascade d'accident, quoi. Donc, ce qu'il faut retenir de ce genre de vidéo, en fait, c'est que le pilote ne regarde pas sa voile, c'est pas exactement ce qu'il fait. Alors peut-être qu'il y a du stress, etc., ce qui est normal, mais il regarde pas du tout ce qu'il fait et ça lui permet pas de corriger s'il a un petit doute ou etc. Voilà, donc il porte pas l'attention au bon endroit au bon moment. Ensuite, le fait d'avoir les commandes lâchées, je vois pas trop l'intérêt d'avoir les commandes lâchées, puisqu'en les mettant en bracelet, en fait, ça peut permettre de ne pas les perdre, de les retrouver rapidement, bien qu'en descente au B, ça soit pas indispensable. Mais bon, là, on voit l'inverse. Voilà, c'était pour montrer que, effectivement, le B, ça peut être sensible, faire attention à ce qu'on fait. Exactement. Voilà. Et le passage en crevette, alors effectivement, avant le faire la crevette, c'était quelque chose qu'on faisait. Moi, j'ai vu des instructeurs nous pas l'apprendre, mais le montrer en tout cas. Et voilà. On a complètement abandonné ça. Hein. Alors, abandonner ou pas, c'est-à-dire que c'est une question maintenant de nuance, de priorité. En fait, la question c'est à quoi ça sert de faire une crevette. C'était une manœuvre qui était assez esthétique, c'est-à-dire la crevette consiste à tirer les suspentes avant du milieu. Donc la voile va faire ce mouvement-là, là c'est l'avant, ça va faire comme ça. Voilà, et après pour repartir en vol normal, on refreine et ça fait ça. Voilà, une belle image de crevette, etc. Donc si on tire énormément sur les baies,
30-40 cm, toute la longueur d'élévateur, voilà ce qu'on risque d'obtenir, quoi. Bon, c'est pas très grave la crevette, hein. Il suffit de freiner symétriquement pour que ça revienne en vol normal. Et maintenant, pourquoi je nuançais? Parce que c'est une manœuvre qu'utilisent certains pilotes de biplace pour descendre, en fait, mais il faut que le biplace le permette, parce que c'est très physique, de casser le nez, en fait, du biplace, et ça fait des descentes très douces, environ à 3-4 mètres secondes. Le passager ne s'en aperçoit même pas, et ça peut permettre de descendre verticalement. Voilà. Jérôme, puisqu'on est encore avec les baies, je te propose, et puis il est déjà 19h là, on a déjà fait presque 1 heure de Wingmaster, sans compter les petits problèmes du début. On va encore regarder cette petite vidéo, et là ça parle d'anticipation, c'est-à-dire c'est vrai que les descentes rapides, on les utilise, tu le racontes dans Wingmaster, c'est intéressant si on a des conditions qui d'un seul coup forcissent, si on se sent pas bien, si on a envie de retrouver la terre ferme, et puis par définition le parapente, on monte avec les nuages, et des fois on se retrouve coincé et on se retrouve aspiré par les nuages, et c'est une façon aussi de pouvoir s'échapper de tout ça. Tout à fait. Donc, c'est pour ça qu'il y a, sur les descentes rapides, il y a 2 thèmes. Il y a tout le thème, on va dire, technique pure, qu'on va faire dans un environnement adapté, avec du gaz en aircam. C'est là où on va les apprendre. On va apprendre à connaître sa voile. On va apprendre toutes les descentes rapides possibles, etc., pour être bien au point au niveau technique. Après, la question, c'est quel type de descente on va utiliser dans l'environnement. Qu'est-ce qu'on besoin. C'est-à-dire que faire une descente rapide dans la plaine, par exemple, va être peut-être le choix de la descente va être différente que le long d'un relief. Peut-être que descendre, il vaudrait mieux partir en ligne droite pour trouver une zone descendante plutôt que chercher à descendre dans une zone ascendante. Voilà les facteurs extérieurs qui vont devenir beaucoup plus importants par la suite, c'est-à-dire dans le vol réel, en fait. Donc Jérôme, on se regarde une petite vidéo sur YouTube de quelqu'un qui justement a flirté un petit peu trop avec les nuages, situation qu'on a tous pu rencontrer. On a besoin de descendre rapidement là, et peut-être on panique à un moment parce qu'on est aspiré et que voilà, on fait quelque chose, allez vite, il faut descendre maintenant, quoi. Et c'est manque d'anticipation. Tout à fait, ce qu'on va pouvoir voir, et vous allez voir, il y a beaucoup de signaux d'alerte sur le début de la vidéo qui moi, me font réagir tout de suite dès les premières images. Allez, on regarde ça. Donc si tu veux nous commenter, Jérôme, un peu, on a un gars qui se promène, tranquillement, mais voilà, il est déjà dans les nuages, là, quasiment. Alors, exactement. Donc, ce qu'on remarque, c'est on voit il est presque au plaf. On a une masse d'air qui a l'air plutôt instable avec des bons cumulus. Il est au plaf. On a des bases assez sombres, ce qui veut dire que l'épaisseur des nuages, des cumulus, est assez important. Il n'y a pas énormément de soleil au sol, donc on va dire qu'il y a une zone soleil, mais beaucoup de zones d'ombre, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de nuages. Et là, le gars enroule, alors que avec le son, on entend bien, il a un très bon vario, etc. Donc, on se demande pourquoi il continue à enrouler alors qu'il est dans une situation qui risque de se dégrader, puisqu'il continue à monter alors qu'il est à la base du nuage. Là, il essaye de partir, donc avec l'accélérateur, il s'en va. Il s'en va, mais il est toujours là, il est dans le nuage, et effectivement, on voit plus le sol, là. Voilà, il a les oreilles et avec l'accélérateur, voilà. Mais son vario bip encore un petit peu et il va essayer de s'échapper. Là, ce qu'il faut, c'est là tout de suite où on voit les limites d'une descente rapide que lui maîtrise, c'est-à-dire qu'elle n'est pas judicieuse là, puisque il est dans une situation où on se demande, il a été chercher une situation qui devient trop tendue, trop risquée en fait. Et du coup, il se met en descente au B. Il attaque les baies là. Là, il descend au B, donc on voit pas bien la voile, elle se déforme bizarrement, mais bon, voilà, on va dire qu'il est au B. Et là, il descend tout droit, c'est ça ? Et là, il descend verticalement, et on va voir petit à petit qui sort du plafond, en fait. Voilà, et on voit bien que le sol se rapproche, une descente verticale qui est plutôt stable, ça bouge pas beaucoup. Mais crevette, et là, crevette parce qu'il a trop tiré dessus, et il relâche. La crevette lui a donné le point de départ pour ressortir, et il y a une petite cascade d'incidents qui finit par se gérer toute seule. Et finalement, il s'en sort bien. Mais il a dû se faire peur quand même.
Voilà, et en plus, ce qu'il faut retenir de cette vidéo, c'est qu'il y a énormément de signaux d'alerte qui se disent mais pourquoi le gars continue à enrouler alors qu'il est déjà au plafond? Quand on monte sous un nuage, il y a 2 critères. Quand votre vario commence à être généreux, en fait, il faut déjà commencer à se poser des questions. Les lumières oranges doivent s'allumer. Est-ce que je continue à monter? Et est-ce que c'est pas plus judicieux de continuer à avancer, puisque si le nuage est assez gros, la zone ascendante est assez importante, on va continuer en ligne droite à monter. Donc ça sert à rien d'enrouler. Et voilà, donc si vous avez des questions sur ces 2 petites vidéos, n'hésitez pas. Et puis, je te propose encore une petite vidéo, un petit commentaire là sur une situation où tu parlais justement d'anticipation. Là, on a carrément quelqu'un qui se fait surprendre. Image que j'ai trouvée là tout à l'heure, hallucinante, par un orage. Et le gars, il est déjà dans l'orage et il réagit pas tout de suite, quoi. Et donc là, ça, c'est un autre chapitre de Wingmaster aussi. Tu nous en parles de la peur qui prend le dessus et où on surréagit ou on réagit pas du tout. Et là, on a l'impression que le gars, il réagit pas du tout, quoi. Tout à fait. Et j'ai un bon exemple. Je crois que Eric doit être peut-être en train de regarder le Facebook Live. Mais lors d'un stage cross, en fait, j'ai un ami pilote a passé plus d'une demi-heure dans le nuage, alors qu'on était en liaison radio, etc. Et ça nous a permis, et lui aussi, de bien comprendre dans quelle situation, comment ça se fait qu'il s'était mis dans une situation pareille, qui peut être dramatique. Et en fait, il y a eu un cumul de choses. Il y a eu un manque d'anticipation sûrement au départ. Un petit peu d'optimisme en fait sur la petite vidéo là qui va peut-être tourner, c'est que le gars est peut-être trop optimiste, il est sûr de lui, il s'inquiète pas en fait, donc il continue, puis les conditions sont quand même pas sympas du tout autour de lui. Regarde, j'en fais la vidéo en même temps. Ouais. Voilà. Donc, on va voir donc tu as été 35 minutes avec Eric, c'est-à-dire que tu le guidais dans les nuages. Moi j'étais au sol. Ouais. Et j'ai aidé Eric justement à lui donner des conseils du sol sans le voir en fait, et puis on était en liaison radio et en fait ça a été intéressant, tout a bien fini, il n'y a pas de problème, mais ça a été intéressant de comprendre ce qui se passait en fait pour lui. Et là on voit sur cette vidéo que le gars il est sous la pluie, vous allez voir après, son cocon est trempé, donc il est vraiment sous la pluie. Et là, alors je sais pas pourquoi il se met pas à descendre maintenant de manière plus convaincante en fait. Plus les nuages sont bien noirs, là c'est bien noir, et on voit regardez à droite, on voit un grain là, on voit la pluie. Bon, il nous raconte l'histoire, il y a un front devant lui. Et donc je pense que déjà à ce moment-là, il faudrait réagir en fait. Réagir. Alors je ne sais pas ce qui se passe dans sa tête, peut-être qu'il se dit qu'il va pouvoir avancer, aller dans des zones plus propices, que ça monte pas tant que ça, que je ne sais pas quel est comment il prend conscience de ce qui se passe. Regardez, son cocon est trempé, il pleut, puisqu'après il va faire les oreilles et il va dire que les oreilles ne réouvrent pas tellement que la voile est mouillée. C'est ce qui était aussi arrivé à Eric. Il y a même des orages autour de lui. Tout à fait. Et le gars continue, il avance. Il préfère partir en fait, donc je sais pas, c'est difficile de juger de l'extérieur, mais dans cette situation, alors qu'il y a de l'espace en dessous de lui, pourquoi il descend pas de manière plus forte? Alors peut-être qu'il ne sait pas descendre, ou qu'il ne sait pas descendre, qu'il n'est jamais descendu en spirale de manière forte. Et là il est dans le grain là. Et là il est dans le grain. Et est-ce qu'on peut se dire que là oui, mentalement peut-être qu'il a craqué et qu'il se dit allez, je continue, on va voir ce qui se passe, peut-être que ça va passer. C'est voilà, voilà, c'est très difficile de faire des hypothèses. L'exemple que je peux prendre, c'est avec Eric, en fait, parce qu'on en a discuté de ça. En fait, Eric pensait déjà qu'il fallait pas descendre trop fort avec une voile mouillée en 360. Ça, c'était un des premiers points. Le deuxième point, c'était que toute l'expérience qu'il avait en descente en 360 maîtrisée, sur des stages cives, tournait autour des 5-6 mètres par seconde. Et donc il suffit de se retrouver dans une configuration peut-être comme ici où ça monte à 3 mètres secondes partout, et pour descendre et que ce soit efficace sur une grosse hauteur, il faut maintenir ces 6 mètres secondes, c'est-à-dire le maximum que le pilote peut faire. Il faut peut-être les maintenir pendant 20 tours. Donc c'est ce qu'on ne fait pas en stage civ. C'est pour ça qu'il faut vachement anticiper. Et là, le gars se met à faire des 3-6, là, tranquille. Ouais, mais c'est plutôt tranquille, et c'est tranquille et ça dure pas très longtemps. Donc le bilan peut-être va pas être super, quoi. Et du coup là il essaye autre chose. Là on voit qu'il prend, je sais pas si il fait les oreilles, je crois. Ouais.
Il va essayer de faire les oreilles. Voilà, donc il tente plusieurs choses, c'est ça, comme tu dis, il n'avait pas l'habitude de descendre, quoi. Voilà, là il est surpris par l'environnement, peut-être qu'il sait pas faire, peut-être qu'il n'ose pas faire parce que sa voile est trempée, etc. Donc c'est ça le débriefing qu'il faudrait avoir avec ce pilote qu'on a eu avec Eric dans cette situation, c'est d'essayer de se dire comment je ferai la prochaine fois, qu'est-ce que je peux mettre en place avant de me retrouver dans cette situation pour éviter ça. Et là, entièrement trempé, il va aller quand même jusqu'au sol, mais c'est un truc incroyable. C'est quand on voit ça, là, on se dit, il a pris des risques inconsidérés, quoi. Oui. C'est chaud. La question, c'est comment il se retrouve dans cette situation, parce qu'après, il faut pas apporter de jugement. Hein. C'est comment ce pilote se retrouve dans cette situation. Comment ça se fait qu'il était encore en vol. Comment ça se fait qu'il n'a pas pu échapper. Comment ça se fait qu'il n'a pas pu anticiper. C'est ça qui serait intéressant de discuter avec lui. Plus que la technique pure. Bien sûr. Et ensuite, justement, Vincent nous pose une question. J'ai lu quelque part qu'à l'approche d'un front, avec des rafales, bien sûr, il fallait peut-être mieux fuir que de tenter de descendre sur place. Qu'est-ce que tu en penses ? Il y a énormément de facteurs qui dépendent de la vitesse du front, hein, aussi. Voilà, c'est ça. Il y a énormément de facteurs qui vont entrer en ligne de compte pour pouvoir répondre de manière précise. Est-ce qu'il y a du relief, pas de relief? Est-ce que c'est dans une vallée encaissée? Est-ce que c'est la plaine? Comme tu dis, est-ce qu'on a une notion de vitesse de front? Moi, quand j'entends front et tout, ça serait plutôt, oui, se barrer, ou peut-être le front n'arrive pas comme ça par l'opération du Saint-Esprit. Il y a quand même toute une démarche aérologique, météo, qui amène le front. Donc la question, c'est comment on se retrouve dans cette situation-là qui est importante à se poser. Jérôme, ça fait plus d'une heure qu'on est en direct là sur ce Facebook Live. Je te propose, je regarde s'il y a encore quelques petites questions. Oui, si on peut continuer. On n'a pas vu encore toutes les techniques. Justement, oui. On parlait du 360. Peut-être qu'on peut regarder dans Wingmaster comment tu as abordé les spirales, descente rapide, spirale 360. Alors je regarde en même temps dans l'ordre. Voilà, dans l'ordre, la spirale, et puis on revient avec toi. Ouais, il y a une vidéo qui tourne là, si tu peux l'arrêter. Ouais, mais on la voit. Si on la voit. Ah, mais on la voit pas. Non, on la voit pas. C'est moi qui la vois. Ouais, tout à fait. Je te passe et je passe à tout le monde. Ce qu'on voit, on continue, nous demande Cyril. Très bien. Est-ce qu'on peut aborder la descente en 360 avec une oreille? Demande David. C'est parti. Oui. Voici déjà la descente en 3.6. La manœuvre qui descend avec le taux de chute le plus important reste le 360 en spirale, une spirale engagée. C'est en même temps la manœuvre la plus compliquée à faire puisqu'elle sollicite énormément le pilote par la force centrifuge. Donc on va faire une spirale voile ouverte. On verra qu'il y a une technique en spirale, c'est-à-dire faire une spirale avec une oreille à l'extérieur. Donc là on va faire déjà spirale voile ouverte, donc commande de frein en dragon ou en demi-tour de frein. Et je vous conseille pour partir en spirale de faire un petit wing déjà du côté opposé, un genre de contre-virage avant de s'inscrire dans la spirale qui va descendre. Alors c'est parti, un petit wing à gauche, je relâche et je vais utiliser le roulis pour partir en spirale assez rapidement tout de suite. Voilà, c'est parti. Donc ça accélère vite, rapidement. Voilà, je suis à moins 6 mètres par seconde. J'accélère, donc les mains ne sont pas très basses, mais c'est parti, moins 8 mètres secondes, moins 10 mètres par seconde. Et je stabilise, moins 12 mètres par seconde. Ok, je ressors, donc je relève les mains et la voile ralentit d'elle-même. Je laisse faire. Voilà, si la sortie est régulière, la ressource n'est pas très importante, donc je n'ai pas besoin de contrôler la bâtée qui suivra. Donc là, on a vu qu'on a atteint du 12 mètres par seconde de manière équilibrée. Les commandes ne sont pas absolument basses, puisqu'une fois que la voile est initiée dans la spirale, il n'y a pas besoin de beaucoup de commandes pour la maintenir. Au contraire, j'ai beaucoup de commandes au début pour m'inscrire dans la spirale, et ensuite ma main va se relever. J'aurai besoin de relever un peu la main, l'objectif étant que de maintenir la spirale et maintenir le taux de chute souhaité. Ça envoie, hein, le 3.6, bien fait, ça descend vite. Hein.
Exactement. Alors regardez, j'ai complété le petit tableau de tout à l'heure. Et on voit que au niveau accessibilité, les 360, c'est très peu accessible. C'est la manœuvre la plus technique. Par contre, c'est extrêmement efficace pour descendre. Et ça va être toute la difficulté dans l'apprentissage des descentes rapides. Et donc les 360, c'est un truc qu'il faut apprendre progressivement, certainement en stage encadré, en milieu sécurisé et tout. C'est un peu plus technique d'apprendre tout seul, mais bon, après, il y a des pilotes qui apprennent seuls. Voilà. La difficulté du 360 engagé, il y en a plusieurs. Il y en a, c'est déjà la mise en 360. Il ne faut pas hésiter à y aller, en fait. Vous avez vu, on met pas mal de commandes au début. Il faut que la voile s'incline tout de suite. Et ensuite, c'est l'entretien de cette vitesse. Et la difficulté de l'entretien de la vitesse, il y en a deux. C'est que le corps est centrifugé. On peut facilement perdre ses repères. Il faut garder des repères au niveau du sol tout en supportant la centrifugation, savoir combien de tours on fait, où on en est, etc. Tout en supportant les forces centrifuges. Et oui, Pascal nous dit, Dylan nous dit pas facile de tenir longtemps en 360. C'est ce que tu dis. Hein. C'est pour ça que l'apprentissage doit être progressif. L'apprentissage, en fait, on apprend déjà à rentrer dans le 360 un peu engagé et d'en sortir. Donc, il suffit de 1 à 2 tours, ça suffit, il n'y a pas besoin de faire plus. Et une fois que l'entrée et la sortie sont maîtrisées, on va jouer entre l'entrée et la sortie, c'est-à-dire qu'on va augmenter le nombre de tours. Mais pas tout de suite le taux de chute, c'est-à-dire on va essayer de faire, par exemple, 5 tours, 6 tours, 10 tours à 5, 6 mètres par seconde. Et au fur et à mesure, on va pouvoir augmenter le taux de chute en maintenant le nombre de virages. C'est ce qui est difficile parce qu'être capable de descendre à 10 mètres secondes sur 3 tours, est-ce que ça sert à grand chose? Il vaut mieux savoir descendre 5 mètres secondes sur 15 tours par exemple ou 20 tours. Ça sera sûrement plus efficace. Oui, et puis on se prend quand même des G, on se prend 2 G oui. Voire plus, le sang descend, ou monte à la tête, non descend là en l'occurrence, on tire vers les pieds, donc on peut avoir le voile noir, on peut se faire un petit malaise, c'est pas facile. C'est pas facile et pas anodin du tout. C'est-à-dire sur des 360 engagés, si vous cumulez de la fatigue, un petit peu d'hypoglycémie, etc., il est très facile dans la progression. Moi, ça m'arrive régulièrement sur des 3.6 engagés d'avoir déjà un rétrécissement du champ de vision. Si au lieu de voir à 180, je vois plutôt à 90 degrés. Ensuite, ça passe en noir et blanc. Et ensuite, on a ce qu'on appelle le voile noir, c'est qu'on voit plus rien. Donc il faut tout de suite décélérer pour de nouveau avoir la vision. Après, je ne sais pas si on peut tomber dans les pommes en étant pilote, j'en sais rien, mais en tout cas, on peut avoir un voile noir. Oui. Question de Yann qui demande comment sortir si on atteint la stabilité spirale, frein extérieur au virage ou les deux freins. Alors ça, tu l'expliques dans Wingmaster, on va pas avoir le temps de tout dérouler, mais tu vas pouvoir nous répondre. Voilà, on va faire. Alors déjà, c'est pas la stabilité dont tu parles, Dylan, c'est la neutralité. C'est pour ça qu'il faut être précis sur les mots. Ça vient de la mécanique en fait. Hein. Quand on parle de stabilité, c'est qu'il faut revenir. On part d'un vol droit. On part en déséquilibre en 360 et quand on relâche la commande, la voile revient sur un vol, sur la stabilité, c'est-à-dire le vol droit de départ. Si on est en vol droit, on se met en 360, on relève la main pour sortir et que la voile reste en spirale, c'est ce qu'on appelle la neutralité spirale. Donc là, il va falloir faire une action pour sortir. Et si on est en ligne droite, on se met en spirale engagée, on relève la main et la voile accélère. Là, on appelle l'instabilité spirale. Il n'y a plus trop de voiles instables spirale parce que c'est carrément dangereux. Mais on peut avoir des voiles en performance qui sont neutres spirales, qui demandent une action du pilote pour sortir. Pour maintenant venir sur la sortie d'une voile, qu'elle soit neutre spirale ou pas, il va falloir agir. Si on veut agir pour sortir, il va falloir déjà relever la main. Ça, c'est le premier la main qui était qu'on utilisait pour descendre. Ensuite, si ça ne sort pas assez vite, hein, dans le cas de stabilité spirale, le pilote a souvent envie de sortir vite, rapidement on va dire, donc il va falloir freiner à l'extérieur pour sortir de cet équilibre. Voilà pour sortir. Et on peut aussi, c'est une technique de sortie de 360, c'est faire un freinage symétrique à 50%. On descend les deux mains en fait. Et la voile va ralentir, et au moment où elle commence à ralentir, c'est-à-dire sortir de la spirale, on relève les mains et on gère la sortie.
Merci pour la réponse, Jérôme, c'est pas mal. Si c'est assez précis, oui. Sinon, n'hésitez pas à poser d'autres questions. Et puis effectivement, on a tout dans Wingmaster pour la démo en vidéo, donc n'hésitez pas à vous y reporter. C'est dans le chapitre 15 sur les descentes rapides, dans l'épisode 15. Tristan pose une question. Hello, je m'entraîne à l'examen solo biplace en Suisse. Alors attention, c'est spécifique, et il faut faire un double 360 en moins de 15 secondes. Tout à fait. Quel type d'entrée et quel type de sortie me conseillerais-tu ? À savoir que le chrono démarre dès qu'il y a une action du pilote et il s'éteint lorsque la voile est stable. Attention, là, c'est pointu. Tout à fait. Alors, il faut qu'il me précise s'il doit faire 2 tours du même côté ou s'il doit faire un 8. Je crois que l'examen en Suisse, c'est un tour d'un côté, un tour de l'autre. Bon, on va attendre la réponse de Tristan. Et j'en profite pour répondre à la question qui a été posée tout à l'heure. C'était la descente en 360 avec une oreille. Donc, on parle bien. On l'a en vidéo, si tu veux la voir. Sinon, là, on parle bien de l'oreille extérieure au 360. Donc là, je vais amener une nuance, c'est-à-dire que j'ai été surpris sur quelques voiles de loisirs récentes que j'ai essayées. C'est-à-dire que quand on fait ça, c'est assez facile à faire, c'est-à-dire une oreille extérieure, pas besoin de la faire grosse, et on part côté ouvert en spirale à la commande, et on obtient très facilement un très bon taux de chute sans que ça tourne beaucoup. Donc la nuance que j'amène sur cette manœuvre, c'est qu'il ne faut pas essayer de tourner aussi vite que voile ouverte. C'est-à-dire même en tournant doucement, on va obtenir un très bon taux de chute. Donc c'est plutôt très intéressant. On regarde la vidéo ? Je vais vous montrer une autre technique, toujours en spirale, qui est un peu plus facile à faire, c'est-à-dire qui sollicite moins le pilote à taux de chute équivalent. Donc je vais faire une oreille. Voilà, et je vais partir à l'opposé de l'oreille en spirale, progressivement. Voilà. Là, je suis déjà à moins 5 mètres par seconde, moins 6 mètres par seconde, 7 mètres, 10 mètres par seconde. Voilà, je suis stabilisé à 10 mètres par seconde. Je relâche. Et je gère la sortie. Voilà. Et là, ça a bougé parce que j'ai simplement repris la traînée de ma spirale. Donc on a vu, ça part progressivement et le taux de chute augmente fortement et le corps est un peu moins centrifugé que voile ouverte. Ce qui est flagrant là sur les images, vous avez vu, c'est que le vario monte beaucoup plus rapidement à 10 mètres secondes que voile ouverte. En étant moins centrifugé. C'est pour ça que c'est une manœuvre qu'on apprend aussi en stage de pilotage et tout. Donc là, l'objectif, c'est si on n'a pas une énorme expérience ou technique avec une 360 avec des forts taux de chute, c'est-à-dire au-delà de 5-6 mètres secondes, peut-être que ça vaut le coup de faire cette manœuvre, parce qu'aux alentours des 4-5 mètres secondes, 6 mètres secondes, on sera beaucoup moins centrifugé, quoi. Et on a une question, pourquoi à l'opposé ? Pourquoi l'oreille à l'opposé ? Eh bien, parce que là, il va falloir que tu essayes. Tu verras que ça va être très difficile de faire une oreille d'un côté, de tourner côté oreille. C'est quasiment très compliqué, voire impossible, avec des voiles de loisirs. Et une réaction de Vincent qui dit la sortie a l'air un peu vénère, mais là, effectivement, tu passes dans ta trace, c'est ça ? Tout à fait. Alors dans la sortie, il y a 2 choses. C'est-à-dire que je sors de manière plus brutale que la vidéo, que les images avec la voile ouverte où je sors progressivement. Là, je sors de manière plus brutale, donc j'ai déjà plus de ressources. Et surtout, je reprends ma traînée en fait. Parce que quand vous descendez en spirale, vous créez une traînée au-dessus de vous. Et quand vous sortez au moment de la ressource, vous pouvez reprendre cette traînée en fait. Et pour éviter de reprendre la traînée, quand il y a du vent, en fait, il vaut mieux sortir face au vent, comme ça la traînée est derrière vous, vous la reprenez pas. C'est un truc qui peut arriver, hein. Vous pouvez être surpris, mais il n'y a pas trop de danger. C'est juste surprenant, quoi. Et quelle taille doit avoir l'oreille pour le 3.6 ? Eh ben, les images le montrent, l'oreille est minuscule, quoi. Et c'est une oreille classique, il n'y a pas besoin de faire une grosse oreille. Et puis grosse oreille, ça serait compliqué avec le 3.6 ? Ça serait plus dangereux ou Non, pas plus dangereux, mais comme c'est pas la priorité de faire une grosse oreille. La priorité, c'est bien le 360 et pas l'oreille. Et puis le but, c'est de descendre. Et le but, voilà.
Eh bien, écoute, Jérôme, on va bientôt terminer. Alors, on va répondre à la question de Tristan, donc qui nous a répondu. Pour le 8, c'est du même côté, c'est un 720 en fait. Et sinon, c'est... alors, attends, il faut que je remonte. C'est un 720 et un 8. Voilà, c'est 20 secondes pour faire un 8 et 2 tours en 15 secondes, sinon. Alors, Très comment bien. on fait Qu'est-ce que tu préconiserais? Deux manières de faire différentes. Pour faire un 8 en moins de 20 secondes, puisque c'est une manœuvre de la norme, il faut partir doucement sur le premier tour et accélérer le deuxième en fait. Au moment de l'inversion en fait, parce que si tu pars trop fort sur le premier tour, au moment de l'inversion, ça va vraiment ça va pas être super. Si tu pars doucement, il sera facile d'inverser, puis dès que tu as inversé ton virage sur le deuxième tour du côté opposé, là tu peux appuyer sur ta commande, tu verras ça va partir et tu vas largement faire les 20 secondes. Être dans les 20 secondes. Pour faire les 2 tours en 20 secondes, c'est toujours pareil. En 15 secondes, il faut plutôt, on va dire, pareil, partir assez vite. Et parce que si tu pars trop doucement sur ton premier tour, ça va être dur d'accélérer le deuxième. Donc il vaut mieux partir aussi de manière un petit peu dynamique sur le premier. Peut-être de faire un petit contre-virage pour les 2 tours du même côté, en sachant qu'au contre-virage, le chrono va démarrer, mais ça va partir plus facilement. Un contre-virage à gauche, 2 tours à droite, ça passe en 15 secondes sans problème. Jérôme, merci pour toutes ces réponses. Je crois que... quelqu'un qui demande, et c'est la deuxième fois que je le vois, le décrochage pour descendre, point d'interrogation. Alors, en général, quand on pose ces questions, je dis « Et toi, t'en penses quoi ?» Donc, le décro, non. Pourquoi ? Parce que... Bon, c'est pas compliqué de faire un décrochage. Par contre, si tu appelles le full stall, c'est-à-dire le décrochage complet, c'est-à-dire main sous les fesses, la voile est extrêmement instable. C'est très physique à maintenir. Donc, le pilote est sollicité dans tous les sens. Et le risque, c'est qu'une main se relève brutalement. Donc, derrière, que ça parte un peu en cacahuète ou en abattée asymétrique forte ou en cascade d'incidents. C'est pour ça qu'on n'utilise pas le décrochage. Après, on pourrait utiliser, on va dire, la phase parachutale ou ce qu'on appelle la marche arrière. C'est-à-dire ne pas faire un full stall complet, mais les mains au niveau des maillons. Mais ça descend pas, quoi. Donc c'est technique au niveau des commandes, c'est assez instable, ça n'aime pas l'instabilité sellette et puis ça descend pas beaucoup. Donc c'est pas judicieux le décrochage. Et encore une petite série de questions pour finir. Est-il recommandé de faire les baies avec des longs joncs ou simplement les oreilles et la spirale ? Alors, quand on parle de jonc, c'est sur la voile. Donc là, ça revient à la question avec les voiles modernes, avec les voiles pas modernes, avec des voiles récentes qui sont peu suspentées, mais avec des joncs très longs. C'est pareil, là, il faut plutôt regarder sur le manuel de vol parce que la longueur des joncs va vachement varier en fonction des voiles. Et si les joncs sont longs, c'est-à-dire vont bien sur le premier tiers de la voile, on est là dans des voiles de performance. Donc, je pense que les baies ne sont même plus judicieux, quoi. Et petite dernière question, après ça va être l'heure de la soupe quand même, il faut pas rigoler. Jérôme demande Richard, quel est ton avis sur le drag chute ? Eh ben, mon avis. C'est bien, alors, c'est joli, c'est joli. Bien, voilà, oui. C'est bien. Alors, on va dire que le drag chute. Qu'est-ce que c'est, Jérôme? Alors, le drag chute, c'est pas, j'en ai pas là, mais c'est un petit parachute environ, allez, on va dire, il est comme ça, qui est comme ça, qui est dans une poche de sa sellette qu'on lance, qui est accroché à un des maillons de la sellette et qui va faire énormément de traînée au niveau du pilote. Et donc, ça va permettre de garder la maniabilité de la voile. Par contre, ça va vachement dégrader sa finesse. En fait, c'est le même appareil, même drag chute qui est utilisé sur les atterrissages en delta. Vous avez pu voir maintenant les deltas qui sont très performants. Souvent sur les atterros, ils posent avec le drag chute pour garder de la maniabilité mais dégrader la finesse. Le drag chute est utilisé avec les voiles de performance et de compétition pour descendre en fait, et surtout pour descendre en spirale avec ça. On peut aussi poser avec le drag chute, mais le poser, après, à moins de peut-être poser, il faut s'entraîner. S'il faut vraiment poser dans des tout petits terrains, ça peut dégrader la performance, ça il faut essayer. Par contre, c'est avantageux en 360. Ça permet de descendre en étant moins centrifugé, de moins solliciter la voile, parce qu'il n'y a pas beaucoup de suspente sur des voiles de compète, et ça descend bien. On peut descendre que comme ça en voile de compétition.
Ça, c'est pour la compète, hein, on va dire, le drag chute. C'est vraiment quand même... Mais alors, pourquoi pas? Alors, c'est-à-dire qu'après, c'est pour ça la question reste ouverte. Et Richard, je ne connais pas ton expérience, mais tu peux acheter un drag sur le commerce et essayer ça avec ta voile de loisir. Je sais pas ton expérience avec quelle voile tu voles. Il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas avec des voiles de loisir. Après, il faut voir si ça apporte quelque chose. Parce que n'oubliez pas que rajouter un élément supplémentaire dans votre matériel de vol oblige une pré-vol supplémentaire, de savoir s'en servir, etc. Donc plus vous rajoutez des trucs, plus ça peut perturber votre vol, surtout si vous rajoutez que vous en avez besoin dans un moment de stress. Jérôme, merci pour toutes ces réponses, merci pour ce live. Ça fait 1h30 qu'on est là en direct à répondre aux questions de tous les internautes, pilotes, parapentistes et wingmasteriens. C'est hyper gentil de ta part d'avoir pris tout ce temps pour répondre aux questions. Et voilà, j'espère que tu as des précisions, des choses à apporter encore. L'ambiance est très bonne, hein. J'espère que chacun est content. Merci à tous et à toutes d'être là ce soir. Il y a plein de merci, plein de bravo. On a eu des bonjours d'Algérie, on a eu il y a des gens qui sont là de la France entière, de Suisse, de Belgique. Wingmaster, ça a été distribué, diffusé dans tous les pays. On est en train de préparer une version anglaise et allemande qui va sortir bientôt. Et c'est chouette d'avoir eu tous ces gens avec nous ce soir. Bien sûr, je les remercie. Ça nous fait énormément plaisir à Seb et à moi d'avoir du retour, qu'il y ait beaucoup de questions. C'est ce qui est important pour nous, qu'il y ait des questions pour qu'on puisse rebondir, ajuster ce qu'on fait, ce qu'on dit, etc. Donc n'hésitez pas, on refera, Seb, on va voir ça, d'autres thèmes de Facebook Live si ça marche bien. Peut-être, on va voir. On va se programmer ça très vite. De toute façon, on n'a que ça à faire. Hein. On est bien au chaud. On rappelle que c'est pas, il faut pas sortir avec sa voile, voilà. Restez chez vous. Voilà. C'est difficile. C'est difficile. C'est pas pour diffuser le virus, mais on sait que le parapente c'est un sport à risque et que s'il arrive quoi que ce soit, les secours ils ont peut-être autre chose à faire que d'aller chercher des parapentistes. Donc voilà. Après, on a vu la Fédé a diffusé des messages. Les assurances ne sont plus valables. Donc voilà. Plus trop de questions à se poser. On sait que c'est difficile puisque vous adorez être dehors, voler et tout. Donc on est c'est comme ça, quoi. Et nous les premiers, et on est là bien au chaud, et on continuera de répondre à vos questions. Merci pour tous les merci. Ce que je voulais rajouter, c'est que n'hésitez pas, à la rigueur, quand on proposera un autre thème, n'hésitez pas si vous voulez aborder un thème particulier, sinon on en proposera un avec Seb, et n'hésitez pas à poser les questions à l'avance, voilà, comme ça nous permet nous de rebondir très vite, mais là comme ça s'est passé, c'était plutôt très bien par les petits bugs techniques. Les petits bugs de son au début, mais ça parce que je débute en informatique, Jérôme, c'est pour ça. Non, je connaissais pas ce logiciel et c'était pas évident à mettre en place, et effectivement moi je t'entendais mais ça rediffusait pas le son, donc on sera top, et toutes les infos sur wingmaster.top, et vous pouvez nous laisser des messages par l'intermédiaire du site ou contact@wingmaster.top, et je rajoute que même si vous posez des questions entre les Facebook Live, je me ferai un plaisir avec Seb aussi de répondre à vos questions techniques. N'hésitez pas d'utiliser ce support. Et je pense à autre chose aussi. Je ne sais pas si sur toutes les personnes qui l'ont sont déjà des possesseurs de Wingmaster, mais parlez-en autour de vous, des pilotes qui ne connaissent pas Wingmaster ou qui n'ont pas voulu se le procurer, qui sont les bienvenus sur ce Facebook Live. Voilà, c'est ouvert à tout le monde et c'est effectivement apporter des précisions supplémentaires. Ensuite, là, avec Wingmaster, vous avez 11 heures de vidéo, 21 épisodes, vous avez de quoi réviser toutes les techniques du parapente, et après on répond à vos questions avec Jérôme, enfin c'est surtout Jérôme qui répond à vos questions. On a un bonjour de Mayotte Parapente, tu te rends compte? Excellent. Jérôme, La Réunion, Mayotte, voilà, c'est un petit peu partout, Saint-Hilaire, j'ai vu des parapentistes d'accro, voilà, c'est gentil, merci pour les likes et les merci à toi Jérôme. On se reprogramme un Facebook Live très bientôt, on va débriefer celui-là, et puis dans les prochains jours on s'organise ça sur d'autres techniques. En tout cas, merci à vous tous de nous avoir suivis, merci à toi Jérôme d'avoir été depuis chez toi, de ton chez toi provisoire, avec Mickey derrière toi, avec le chien, avec le futur parapentiste, le toute la famille. Ouais, il y a toute la famille là. Bon, c'est sympa, merci d'avoir passé tout ce temps, et puis on se dit à très bientôt.
Merci à tous, c'était un grand plaisir pour nous. Allez, et puis on a un petit générique de fin et on se dit tchuss, Jérôme, à bientôt.